Bonjour à tous. Au fil des années, diverses choses étranges et mystérieuses ont été découvertes dans les déserts du monde entier. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 15 des objets les plus étranges jamais trouvés dans le désert. Commençons. Numéro 1. Le cratère Monturaqui. Situé dans le désert d'Atacama, au nord du Chili, le cratère Monturaqui est une caractéristique géologique importante. Il est situé à environ 3500 mètres d'altitude. Ce cratère d'impact, qui mesure environ 460 mètres de diamètre et environ 34 mètres de profondeur, a été formé il y a environ 660 000 ans par une météorite. Le cratère reste bien préservé en raison des conditions désertiques et de la végétation minime, ce qui en fait un endroit idéal pour les études scientifiques. Les chercheurs étudient Monturaqui pour comprendre les processus d'impact et les changements géologiques ultérieurs. Son emplacement éloigné rend le voyage à Monturaqui un défi, mais ceux qui le visitent vivent une expérience presque surréaliste et surnaturelle. Numéro 2. La guerre des étoiles se déroule dans le désert tunisien. Les déserts ressemblent souvent à des paysages extraterrestres, ce qui en fait des décors parfaits pour des films se déroulant sur d'autres planètes. Dans le désert tunisien, vous pourrez visiter des lieux emblématiques de la saga Star Wars, notamment des trilogies originales et préquelles. Ces décors représentent la planète fictive Tatooine, qui abrite des personnages comme Luke et Anakin Skywalker. Les lieux autour de Matmata et Nefta offrent un aperçu de l'héritage des films et de leur impact sur la culture pop et le paysage local. Un site célèbre est la ferme Lars, où Luke Skywalker a été élevé par sa tante Beru et son oncle Owen. Des plans extérieurs ont été tournés sur une vaste plaine salée près de Nefta. Altérée par les éléments, cette structure en forme d'igloo reste un lieu de pèlerinage pour les fans de Star Wars. Un autre endroit remarquable est Mos Espa, présenté dans La Menace Fantôme, près de Tozeur. L'ensemble comprend des bâtiments bien conservés qui représentent authentiquement un port spatial animé du désert. Les décors détaillés, avec leurs extérieurs patinés et sculptés, se fondent parfaitement dans le paysage, créant une atmosphère surréaliste. Le village berbère de Matmata possède des habitations troglodytiques creusées dans les roches tendres. L'hôtel Sidi Driss, qui fait partie de ces habitations, a été utilisé pour les prises de vue intérieures de la ferme Lars. La salle à manger de l'hôtel, avec ses tables rondes et ses chaises creusées dans la roche, est devenue la cuisine emblématique où Luke partage un repas avec ses oncles. Les visiteurs peuvent séjourner dans cet hôtel et découvrir l'architecture et le patrimoine unique de la région. La préservation de ces décors est le fruit d'un effort de collaboration entre les communautés locales et les fans internationaux de Star Wars. Plusieurs initiatives ont été lancées pour restaurer et entretenir les structures, reconnaissant leur importance culturelle et économique. Numéro 3. Le poisson du désert. Le poisson du désert est une espèce rare et robuste qui survit dans certains des environnements les plus difficiles de la planète. On le trouve dans les sources et ruisseaux isolés du désert du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique. Ces petits poissons, qui ne mesurent généralement que quelques centimètres, sont un exemple d'adaptation extrême. Plusieurs espèces existent, notamment dans la vallée de la Mort, dans le bassin de la mer de Salton et dans les déserts de l'Arizona et de Sonora. Le poisson de la grotte du Diable, par exemple, vit dans une seule caverne en eau profonde au Nevada. Ces poissons prospèrent dans des conditions extrêmes telles que des températures élevées, un faible taux d'oxygène et des changements de salinité. Ils peuvent tolérer des températures de l'eau allant de près de 0 à plus de 40 degrés Celsius. De plus, ils peuvent survivre dans des eaux dont les niveaux de salinité sont bien supérieurs à ceux de l'eau de mer. Notamment, les chiots peuvent entrer dans un état de dormance dans des conditions extrêmes. Lorsque les sources d'eau s'assèchent ou deviennent inhospitalières, elles s'enfouissent profondément dans la boue et ralentissent leur métabolisme jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Cela leur permet de survivre aux sécheresses puis de réapparaître lorsque les conditions sont favorables. Ils se nourrissent d'algues, de petits invertébrés et de détritus organiques, jouant un rôle essentiel dans leurs écosystèmes en contrôlant la croissance des algues et en contribuant au cycle des nutriments. Cependant,
les chiots du désert sont confrontés à des menaces importantes en raison de la perte d'habitat, de l'extraction d'eau et de l'introduction d'espèces non indigènes. Les activités humaines ont considérablement réduit leur population, ce qui en fait la première espèce aux États-Unis à être déclarée en voie de disparition. Des efforts de conservation sont actuellement en cours pour les protéger et inverser leur déclin. Numéro 4. Les dunes de sable qui chantent. Quand on pense à un désert chaud, on pense certainement aux dunes de sable. Bien que ces structures puissent bouger sous l'effet du vent, certaines peuvent aussi chanter. Les dunes chantantes ou dunes grondantes produisent un son basse fréquence qui va d'un léger bourdonnement à un rugissement fort, semblable à celui d'un tambour lointain. Le son est créé par le mouvement des grains de sable lors d'une avalanche de sable ou d'un vent fort. Pour que les dunes chantent, les grains de sable doivent avoir une taille, une rondeur et une teneur en silice spécifiques, et le sable doit être sec et exempt d'impuretés. Lorsque ces conditions sont réunies, le frottement entre les grains génère des vibrations qui résonnent à travers la dune, créant ce son caractéristique. Plusieurs déserts du monde sont connus pour leurs dunes chantantes, notamment le Sahara en Afrique, le désert de Badin-Jaran en Chine, le désert du Namib en Namibie et le désert de Mojave aux États-Unis. Chaque endroit possède un son unique, influencé par les propriétés du sable et des formations dunaires. Le mécanisme exact derrière le chant des dunes est étudié depuis des années. Les chercheurs utilisent des expériences sur le terrain, des simulations en laboratoire et des modèles mathématiques pour comprendre la production sonore. Une théorie suggère que le mouvement synchronisé des grains de sable crée une onde stationnaire dans la dune, amplifiant le son. Une autre théorie propose que la couche superficielle de sable agit comme une cavité résonante, les collisions des grains étant la source du son. Malgré toutes les études, on ne sait toujours pas pourquoi certaines dunes produisent du son alors que d'autres n'en produisent pas, même dans des conditions similaires. Le rôle des facteurs environnementaux tels que l'humidité et la température n'est pas non plus entièrement compris. Les anciens voyageurs et nomades utilisaient souvent ces sons pour la navigation, interprétant leur direction et leur intensité pour les aider à guider leur chemin. Numéro 5. Le Fils de la Terre. Les déserts sont souvent des endroits idéaux pour les œuvres d'art en raison de leur éloignement et de leur environnement. L'un des plus uniques est le Fils de la Terre, situé dans le désert de Gobi, dans la province du Gansu, en Chine. Créé par le professeur Dong Shuyang de l'université Tsinghua, cette sculpture mesure 15 mètres de long, 9 mètres de large et 4,3 mètres de haut. En forme de bébé géant allongé sur le sol, il symbolise le lien de l'humanité avec la Terre et cherche à sensibiliser à la conservation et à la protection de l'environnement. Fabriquée à partir d'un épais grès-rouge extrait à proximité, la sculpture a été offerte à la communauté locale par l'artiste. Depuis lors, il est devenu un point de repère régional, attirant des touristes de villes comme Guangzhou. Le nom de la sculpture, le Fils de la Terre, a une signification importante dans diverses cultures, faisant référence à des dieux ou à des personnages importants. Il invite les personnes de toute confession à réfléchir à leur place dans le monde et à leur impact environnemental, en promouvant l'unité et l'action collective pour un avenir meilleur pour nous tous. Numéro 6. Les yardangs. Les yardans sont de grandes structures en forme de crête que l'on trouve dans les déserts, formées au fil des milliers d'années par l'érosion éolienne. Ces éléments profilés, sculptés par le sable et la poussière, créent des paysages d'un autre monde, présents dans les déserts du monde entier, du Gobi en Asie au désert d'Atacama en Amérique du Sud. Ils fournissent des informations précieuses sur les processus géologiques dans les environnements arides. Le terme « yardang » vient de la langue turque d'Asie centrale, où ils ont été décrits scientifiquement pour la première fois. Ils se forment dans des zones de roches sédimentaires molles, comme le grès ou les cendres volcaniques. Le vent, transportant des particules abrasives, érode le matériau le plus mou, laissant des crêtes résistantes. Ces formes s'alignent sur la direction du vent dominant, donnant aux yardans leur aspect épuré. Les yardans peuvent aller de petites crêtes, appelées yardanglais, à des structures massives qui dominent le paysage. Les plus grands se trouvent dans des régions où l'activité éolienne est continue depuis des millions d'années, comme le désert de Lu en Iran.
Sa formation dépend de la vitesse du vent, de la composition rocheuse et des conditions météorologiques. Les vents forts peuvent transporter davantage de particules abrasives, érodant ainsi efficacement les surfaces rocheuses, tandis que les matériaux plus mous s'érodent plus rapidement. Le manque de végétation dans les déserts permet une circulation du vent sans obstruction, facilitant la formation de yardans. Celles-ci ne sont pas uniques à la Terre, car des structures similaires ont été trouvées sur Mars et sur Titan, la plus grande lune de Saturne, indiquant des conditions arides et des vents continus sur ces corps célestes, ce qui est assez impressionnant. Numéro 7. Dune rouge. À première vue, il semble qu'il s'agisse de la planète rouge, mais la réalité est qu'il s'agit des dunes rouges de Pacula, situées dans la municipalité de Pacula, dans l'État d'Hidalgo, au Mexique. Cet endroit est tellement irréel qu'il ressemble à la planète Mars et est même connu par les locaux sous le nom de planète rouge. Et il est bien connu que Mars est surnommé la planète rouge en raison de son apparence rougeâtre. Sa couleur particulière est due à sa composition minérale, car la Terre contient une grande quantité d'oxyde de fer et de latérite. C'est cette composition qui lui donne sa couleur rougeâtre caractéristique. La couleur est mieux perçue pendant la saison hivernale, car avec la pluie, le sol a généralement un rouge plus intense. Durant cette saison, les dunes prennent une teinte qui ressort encore plus sous la lumière du soleil, créant un paysage impressionnant et unique. Une chose à prendre en compte si vous souhaitez visiter les lieux est que la saleté laisse des taches sur les vêtements et les chaussures. Il est donc conseillé de porter des vêtements et des chaussures que vous ne craignez pas de salir ou qui sont faciles à laver. La région est idéale pour des activités telles que la randonnée et la photographie. Les amoureux de la nature et les amoureux d'aventure trouveront dans ces dunes un cadre idéal pour explorer et capturer des moments inoubliables. De plus, la tranquillité des lieux permet de se déconnecter de l'agitation de la ville et de profiter d'un environnement naturel et serein. Si vous prévoyez une visite, n'oubliez pas d'apporter suffisamment d'eau, de protection solaire et un appareil photo pour immortaliser la beauté de ce paysage étonnant. Alors, si vous recherchez une destination insolite qui vous donne l'impression d'être sur une autre planète, les dunes rouges de Pacula sont une option à ne pas négliger. Numéro 8. L'église la plus dangereuse au monde. Dans la région du Tigré en Éthiopie se trouve l'une des églises les plus impressionnantes et les plus dangereuses au monde, Saint-Abunai-Matagu. Cette église, creusée dans la roche et située au sommet d'une falaise, est une destination qui défie à la fois la foi et le courage de ses visiteurs. Pour atteindre Saint-Abunai-Mata, les pèlerins et les touristes doivent affronter une montée vertigineuse de 200 mètres, comprenant des sections raides et non protégées, ce qui fait de ce voyage une véritable épreuve de nerfs et de détermination. Saint-Abunai-Matagu, construite au 5e siècle, est célèbre non seulement pour son emplacement extrême, mais aussi pour ses superbes fresques et son architecture ancienne. L'église est un sanctuaire qui semble suspendu au ciel, offrant des vues spectaculaires sur le paysage montagneux du Tigré. Malgré le défi d'y parvenir, de nombreux croyants considèrent cet effort comme un acte de dévotion et de pénitence. L'ascension commence par une ascension raide et rocheuse qui nécessite de grimper et parfois même de grimper à l'aide des mains et des pieds. Les derniers mètres sont les plus intimidants, avec un passage étroit qui longe la falaise et une arrivée qui comprend une montée verticale de plus de 5 mètres sans aucun équipement de sécurité moderne. Malgré les risques, la récompense d'atteindre l'église est inégalée, une expérience spirituelle unique dans un lieu d'une beauté et d'une sérénité incomparables. L'intérieur de Saint-Abunai-Mata est tout aussi impressionnant, avec des murs décorés de fresques anciennes représentant des scènes bibliques, et une atmosphère qui semble arrêter le temps. La combinaison de l'art, de l'histoire et du sentiment d'accomplissement en surmontant la dangereuse ascension font de cette église une destination extraordinaire et sacrée. Saint-Abunai-Matagu est l'un des joyaux cachés de l'Éthiopie, témoignage du dévouement et du courage de ceux qui l'ont construit et de ceux qui osent encore le visiter aujourd'hui. Pour beaucoup, l'église n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi une métaphore puissante de la foi et de la résilience humaine, défiant les limites du corps et de l'esprit. Numéro 9. Le tombeau de Kasr al-Farid dans le désert saoudien. Et si on vous disait qu'un immense tombeau se trouve au milieu de nulle part? Assez effrayant, non?
Eh bien, dans le nord-est de l'Arabie Saoudite, un mystérieux bâtiment massif se trouve sur le sable, il s'agit d'un tombeau. C'est vrai, ce château solitaire, comme on l'appelle, est le tombeau de Qasr al-Farid. Il est creusé dans un rocher qui semble surgir littéralement de nulle part. Apparemment, le tombeau a été construit par la civilisation nabatéenne il y a 2000 ans. La même connaissance minutieuse de la sculpture sur pierre a été retrouvée dans la nécropole d'Egra. Depuis que le tombeau de Qasr al-Farid surgit littéralement de nulle part dans le désert, de nombreux chercheurs s'interrogent sur ses origines. Cependant, le tombeau n'est pas très loin du vaste site archéologique de Madin Sali. Le site a été découvert et exploré au début du XXe siècle et, devinez quoi, plus de 500 tombes ont été découvertes et étaient également liées aux vestiges de la ville nabatéenne d'Egra. Ce bâtiment est encore plein de mystères. Il semble avoir été laissé en pleine construction, car une façade est sculptée avec une infinité de détails tandis que l'autre est restée intacte. Et le plus fou, c'est qu'il ne semble y avoir aucune trace d'inhumation dans cette tombe. Le défunt pourrait-il se réveiller et disparaître? Numéro 10. Royaumes oubliés en Arabie Saoudite. 2 royaumes sont enterrés en Arabie Saoudite. Au nord-ouest de l'Arabie, la vallée d'Alula abrite une fantastique oasis où agrumes et palmiers s'élèvent entre les falaises. Alula abritait de nombreuses civilisations différentes depuis l'âge du fer et peut-être bien avant. Les archéologues ont trouvé des outils fabriqués à partir de pierres de la région qui suggèrent même que le lieu était occupé il y a 200 000 ans. L'agriculture prospéra dans cette partie du désert et donna naissance à une grande ville appelée Dadan. À Alula, il y a 2600 ans, Dadan devint une ville importante de la région, gouvernée par plusieurs rois. Ils développèrent leur propre système d'écriture et possédaient leur propre langue, le dadanite, qui fut parlé à Alula pendant 5 siècles. Il y a 2500 ans, le contrôle de Dadan passa au roi de la tribu Lian, qui gouvernèrent la région pendant plusieurs siècles. L'agriculture est restée importante et a bénéficié de nouvelles inventions en matière de gestion de l'eau. Les gens avaient leurs propres dieux et lieux de culte dans les montagnes proches de la ville. Actuellement, des fouilles et des études sur les cultures des peuples d'Adani et Liani sont en cours dans toute la vallée d'Alula. Des découvertes continuent d'être faites qui révèlent leur talent artistique et leur créativité. Chaque nouvelle découverte montre que le désert, autrefois considéré comme vide, a toujours été plein de vie. Numéro 11. Symbole mystérieux gravé dans le désert du Qatar. Au nord-est du Qatar, dans un lieu appelé Al-Jassazia, une mine de grès abandonnée a été découverte cachant des centaines de symboles mystérieux. Cet impressionnant site historique abrite près de 900 gravures rupestres appelées pétroglyphes. Ces pétroglyphes fascinants s'étendent sur une superficie de 700 mètres et ont été découverts pour la première fois en 1957. Cependant, on estime qu'ils remontent à 300 avant JC, ce qui en fait un trésor historiquement important. Ces gravures mystérieuses prennent différentes formes et nous offrent une vision fascinante du passé. Certains d'entre eux sont de simples ovales, et les historiens suggèrent qu'ils pourraient représenter des récipients utilisés pour stocker des perles ou même des jeux de société anciens, ce qui nous renseigne sur l'importance de la culture et du divertissement à cette époque. En revanche, il existe des gravures beaucoup plus complexes qui représentent des animaux comme des poissons et des autruches, ce qui nous fait réfléchir sur la faune et la diversité de cette époque. En plus de ces dessins, vous pouvez également voir des sculptures de rangées de rosaces gravées, qui nous montrent l'habileté et l'activité des artistes anciens. Comme si cela ne suffisait pas, on a découvert des bateaux traditionnels qui sont encore utilisés aujourd'hui, ce qui nous permet d'imaginer à quoi ressemblaient les moyens de transport à cet endroit et à cette époque.